Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Nous sommes le 19 décembre 2024. La Fed a fait ce qu'on voulait hier soir. Elle a baissé les taux de 25 points de base. Sauf que ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu puisque le marché s'est fait un tout petit peu déglinguer. Le Dow Jones a enquillé sa 10e séance de baisse consécutive. Et puis tout d'un coup, on a comme des doutes qui nous assaillent. Comme si tout d'un coup, eh bien finalement, l'inflation n'était peut-être pas complètement vaincue et qu'il allait peut-être falloir prendre des mesures. En tous les cas, c'était une sale journée hier soir. La volatilité a explosé et on est perclus de doutes un peu partout. On en parle tout de suite. Donc ce matin, vous pouvez prendre l'ensemble des médias financiers comme vous voulez, vous pouvez les mettre dans tous les sens. La seule et unique nouvelle qui est intéressante, la seule qui va ressortir, le seul sujet qui semble obséder les financiers ce matin depuis une douzaine d'heures, c'est le sujet de la Fed qui a donc baissé les taux de 25 points de base, mais qui a quand même fait crasher le marché. Alors oui, je sais, un crash, ça n'est pas 3% de baisse en une séance, mais quand vous avez des indices qui ne veulent plus baisser depuis 5 mois, 3% c'est presque un crash. La question que tout le monde se pose ce matin, c'est la suivante. Bon alors, quand c'est qu'on rachète le marché? Quoi qu'il en soit, hier soir, la Fed a décidé de baisser les taux de 25 basis points. Grosso modo, 97% des experts en finance et en économie attendaient cette baisse. La surprise était donc nulle et la Fed a fait plus ou moins ce que le marché voulait qu'elle fasse. Alors jusque-là, tout semblait se passer pour le mieux dans le meilleur des mondes et il n'y avait rien d'autre à dire ou à faire si ce n'est de retourner vaquer à nos occupations. Oui, sauf que après la baisse des taux, après l'annonce de la baisse des taux, traditionnellement, il y a toujours le communiqué de presse de la Fed et il y a Powell qui vient se justifier et nous expliquer pourquoi il a fait ça et ce qui s'est exactement passé. Et bien c'est là que tout est parti en vrille tout simplement. C'est là qu'on a glissé sur la savonnette dans les douches et qu'on a remis toutes nos convictions en question et oublié le fait que Trump, le Messie, viendrait bientôt multiplier les pains à la fin du mois de janvier. Depuis la panique du carry trade du mois d'août, le marché n'avait plus paniqué de la sorte. Depuis la panique du carry trade, nous n'avions plus vu la volatilité exploser à une vitesse pareille. Hier soir, l'indicateur de la peur a pris près de 80% en quelques minutes. On peut aussi supposer assez logiquement que le fait que les Américains soient all-in sur les actions, qu'il n'y ait plus de cash sur les comptes, que tout le monde soit à leverage, que le niveau de bullishness n'ait jamais été aussi élevé dans l'histoire des marchés financiers, et bien tout ça, on peut supposer que ce sont des raisons valables pour la violence du sell-off d'hier soir. Alors, il va quand même falloir savoir raison garder, parce que même si le Dow Jones a perdu 1123 points pour sa 10e séance de baisse consécutive, chose que nous n'avions plus vue depuis 50 ans quand même, enfin en ce qui me concerne, je n'avais même jamais vu. Ah, oui, je sais, c'est le Dow Jones, tout le monde s'en fout du Dow Jones, mais bon, on en parle quand même. Même si le S&P 500 était en baisse de 2,95%, et même si le Nasdaq plongeait de 3,56%, nous ne sommes pas encore en bear market. Et lorsque l'on regarde le comportement des Magnificent Seven, on se rend compte que ça a fait mal, oui, bien sûr, mais que c'est pas encore la fin du monde. Pas encore la fin du monde. Si on reprend juste les Magnificent Seven en question, Apple est revenu à son niveau d'il y a 2 jours, tout comme Tesla, Google a perdu une semaine de trading, Microsoft, Meta et Amazon sont de retour 2 semaines en arrière, et Nvidia, c'est un peu plus dur, mais ils sont de retour sur les cours d'il y a 1 mois. Il n'y a donc pas de quoi paniquer non plus, puisque ça fait quand même une toute petite baisse hier soir sur Nvidia, et cette nuit, ils étaient de nouveau en hausse à l'after-close. Les performances de l'année sont donc encore largement saines et sauves et on ne va pas perdre tout espoir immédiatement. D'ailleurs, ce matin, les futurs sont en hausse de 0,10%. Mais alors que la Fed a fait exactement ce que l'on attendait d'elle, pourquoi est-ce que le marché s'est fait défoncer de la sorte ? C'est finalement assez simple et ça tient en une seule phrase. Aujourd'hui, la décision a été plus difficile à prendre, mais nous avons décidé que c'était la bonne. Donc hier soir, pendant la conférence de presse, Jérôme Powell a déclaré que la décision avait été plus difficile à prendre, mais qu'ils avaient quand même pris la bonne décision. Alors, pas besoin d'être fin psychologue, pas besoin de maîtriser la sémantique pour comprendre que quand il parle de décision difficile à prendre, il parle tout simplement de la décision de baisser les taux. Et s'il a trouvé que c'était pas évident de baisser les taux, c'est que potentiellement, il aurait aussi bien pu ne pas le faire et laisser les taux directeurs inchangés
pour le reste de l'année. Mais finalement, les banquiers centraux sont plutôt généreux en cette période faste de fin d'année et ils ont décidé de ne pas faire de mal, de ne pas faire d'histoire et de ne pas gâcher les fêtes de fin d'année. Donc, ils ont baissé les taux de 25 basis points. La décision a été prise en leur âme et conscience, mais il y avait quand même une dissidente au milieu de tout ça, puisque Mme Beth Hammack, rien à voir avec les hamacs justement, présidente de la Fed de Cleveland, elle est restée sur ses appuis et insistait sur le fait qu'il ne fallait rien faire. Et si la phrase « Aujourd'hui, la décision était plus difficile à prendre, mais nous avons décidé que c'était la bonne », a marqué le début de la hausse de la volatilité et l'arrivée des vendeurs en masse sur le marché, c'est aussi l'analyse de la conférence de presse qui fournit le carburant pour achever la pire journée de baisse depuis le mois d'août, jour maudit où l'on a bien cru que le Japon allait remonter les taux et flinguer la poule aux œufs d'or du carry trade. Donc si on reprend les choses les unes après les autres, on se rend compte que oui, la Fed a réduit les taux de 25 points de base pour un total de 100 points de base en 2024, mais qu'en revanche, il y a une membre de la Fed qui n'était pas d'accord, que la Fed a réduit ses prévisions de baisse des taux en 2025, le fameux dot plot chart, que dorénavant, alors que la Fed nous avait prévu de baisser les taux 3 fois en 2025, eh bien là, nous ne serons plus qu'à 2 baisses de taux en 2025 pour un montant de 50 basis points. Et encore, ça, c'est si tout se passe bien. Il y a déjà des sondages qui ont été publiés hier soir et qu'il est supposé que 20% du marché, 20% des experts s'attendent carrément à une hausse des taux en 2025. Ce sondage part surtout à la hausse parce que la Fed a révisé à la hausse ses prévisions d'inflation pour 2025. On passe de 2,1% d'inflation prévue fin 2025 à 2,5%, ce qui signifie que Powell et ses amis ne croient plus à l'objectif de 2% sur l'inflation ou que cela prendra bien plus de temps et qu'il faudra attendre 2026. Et encore, 2026, c'est même pas sûr, puisque dans le package démo d'hier soir, on notera aussi que la Fed s'attend à une hausse du chômage pour l'an prochain, puisque le taux de sans-emploi devrait passer à 4,3%. D'ailleurs, Powell a déclaré à demi-mot que s'ils avaient baissé les taux hier soir, c'était justement à cause de la faiblesse du marché de l'emploi. Le même marché de l'emploi qui était qualifié de solide lors du dernier meeting. En résumé, la Fed est en train de montrer ses sentiments au monde entier et c'est pas super en ce qui concerne leur vision de l'économie pour l'an prochain. Enfin, je dis ça, je dis rien, sans compter qu'un des membres de la Fed pense carrément qu'il y aura 0 baisse de taux en 2025. Et ça, c'était pas vraiment prévu. Ça sent quand même un tout petit peu le virage à 180 degrés du côté de la Fed. Donc faire le bilan de la séance d'hier est assez simple l'un dans l'autre. Ça fait des mois qu'on refuse de voir que l'économie va mal et que l'inflation revient petit à petit. Des mois que la Fed tente de cacher la poussière sous le tapis, mais à la fin, ça finit quand même par se voir. Ça fait un gros tas de poussière, donc ça fait une bosse sous le tapis. Et du coup, les marchés hier soir, ils ont tout simplement sanctionné cette mauvaise surprise. Alors maintenant, il va falloir qu'on se mette d'accord pour savoir si dorénavant ces mauvaises nouvelles sont déjà dans les prix, donc dans les 3% de baisse d'hier soir, ou si on n'a pas encore pris toutes les mesures des déclarations d'hier soir. Lors des prochaines heures, les experts en finance, que nous sommes, on va tout reprendre à zéro et essayer de voir si ce qui s'est passé hier, c'est qu'un événement isolé et qu'en fait, c'est l'opportunité d'achat de l'année, puisqu'on sait aussi que statistiquement, le marché monte presque toujours entre Noël et Nouvel An et que la Fed a juste fait une crise de conscience avant les cadeaux. Ou bien alors, il y a quelque chose de plus grave qui nous attend, mais ça, on n'est pas encore tout à fait prêt, on ne l'a pas encore complètement intégré. Alors, ce qui est phénoménal surtout, c'est qu'hier, Powell s'est contenté de commenter ce qu'on savait déjà. La hausse de l'inflation, on en a parlé dans ses vidéos depuis des mois et des mois, elle n'est pas tombée hier soir, tout comme le marché de l'emploi qui est au fond du trou, c'est pas non plus la nouvelle qui vient de nous arriver. On en a assez parlé, donc tout simplement, tout ce qu'on peut dire, c'est que hier, c'était juste tout simplement un wake-up call. Un wake-up call qui fait que tout d'un coup, tout le monde est en train de réaliser que on était en fait au pays des bisounours depuis 12 mois et que là, tout de suite, on vient de comprendre que l'eau, ça mouille, que le feu, ça brûle et que finalement, l'inflation et l'emploi, ils sont pas si sympas que ça avec nous. Donc, il va falloir gérer et intégrer cet effet de base que l'on vient d'apprendre hier soir suite au discours de M. Powell. Grosso modo, si on devait résumer ça en quelques mots, hier soir, le discours de Powell, c'était tout simplement « et la lumière fut ». Reste à savoir comment on va gérer le light show de ces prochains jours,
puisque je suis déjà tombé sur un article qui mentionne, la probabilité d'une stagflation, et un autre qui mentionne que les experts à Wall Street sont déjà en train de réviser leurs attentes au sujet des baisses de taux à venir. Des vrais visionnaires, je vous dis, les gars, ils ont tout anticipé. Enfin, ils ont surtout anticipé quand on leur a déjà dit ce qu'il fallait anticiper. Pour ceux qui ont un doute, d'ailleurs, à propos de stagflation, la stagflation, c'est quand l'économie fait du surplace pendant que les prix s'emballent. Un peu comme quand vous êtes coincé dans les embouteillages avec le chauffage à fond, ça avance pas du tout, mais ça chauffe quand même. En gros, une croissance molle avec les prix qui montent. Pas vraiment de quoi faire plaisir aux investisseurs, puisque si on se base sur le passé, sur ce qu'on a déjà vécu dans les années précédentes, les périodes de stagflation nous ramènent au choc pétrolier de 73 et 79, puis au début des années 80, et en 2020, où on a frisé le code avec le Covid. Alors, je vous laisse vous plonger dans les charts, si ça vous dit, mais disons que ce qu'il faut retenir, c'est que durant ce genre de période de merde, il n'y a pas d'autre terme, et les taux ont tendance à prendre l'ascenseur de manière très, très déplaisante et très, très verticale. Alors ce matin, sans surprise, les marchés asiatiques sont tous dans le rouge, dans le sillage de la Fed. Le Japon recule de 0,5%, Hong Kong de 1%, la Chine de 0,8%. Les rumeurs de possibles fusions entre Honda et Nissan ne suffisent pas du tout à inverser la tendance. Honda est en baisse de 1,4% et Nissan monte de 6%. Renault, qui ne sait pas trop ce qu'il va faire là au milieu, ont déjà pris 5% hier à Paris. Le Japon avait ouvert plus bas ce matin, mais entre deux, ils ont récupéré un peu de terrain parce que la Banque centrale japonaise a maintenu ses taux d'intérêt inchangés, ce qui signifie une grande prudence quant aux perspectives économiques du Japon et à l'évolution de l'inflation. Et du côté des nouvelles du jour, eh bien, on notera aussi quand même qu'hier soir, Micron a publié ses chiffres trimestriels. A priori, personne s'en est vraiment occupé parce qu'il fallait gérer le cas Powell, mais Micron a complètement foiré ses prévisions pour le dernier trimestre, qui pourrait alimenter des craintes concernant la dynamique à court terme du marché sur tout ce qui est mémoire. Micron prévoit un bénéfice entre 1,33 et 1,53 $ par action, ce qui est nettement inférieur au consensus qui était de 1,91. Donc je vous laisse imaginer qu'after close, eh bien Micron se faisait littéralement massacrer, le titre perdait 16% et il précisait au passage que la bonne tenue de l'AI ne suffisait pas à compenser le ralentissement de la consommation. Dans les autres nouvelles, eh ben, il va falloir aussi se mettre au goût du jour parce que les Magnificent Seven touchent à leur fin. Depuis hier, les champions du monde de l'investissement ont trouvé un nouvel acronyme. Alors en effet, au vu des dernières annonces de Broadcom qui l'ont fait entrer dans le club très fermé des sociétés, des technos qui pèsent plus de 1000 milliards de dollars, certains se sont amusés à dire que les Magnificent Seven étaient morts et que les Fang aussi, et que dorénavant, il fallait parler des Batman avec 2 M et 3 A. Ah tiens, ça fait au moins un qui est triplé. Donc, dans ce nouvel acronyme, vous avez le B de Broadcom, le A d'Apple, le T de Tesla, les 2 M de Microsoft et de Meta, et les 2 A d'Alphabet et Amazon, et le N de Nvidia, bien sûr. On pourrait encore éventuellement les appeler les Magnificent 8, mais je suis pas sûr que ça excite Steve McQueen. Et puis alors, comme personne ne parle d'autre chose que de la Fed, on va encore signaler deux choses pour bien montrer qu'il y a aussi d'autres choses dans les marchés financiers. Selon une dernière statistique, il ne faut pas avoir peur de jouer le rebond parce que depuis 2 ans, chaque fois que la VIX s'est envolée autour des 30, il fallait acheter. Ce matin, on est autour de 27%. Et il ne faut pas oublier que dans un mois, Trump va faire sa magie et que nous serons de retour au pays des bisounours. Et qu'accessoirement, si vous remontez dans l'histoire des bourses mondiales depuis 1800, si vous achetez le S&P 500 en janvier, vous avez 72% de chances de gagner de l'argent. C'est quand même vachement mieux que l'euro million. Et puis pour la réflexion du jour, parce qu'il faut toujours parler un petit peu de ce qui se passe chez nos voisins français, il faudra retenir que François Bayrou n'en finit pas de faire des conneries et d'en dire, puisque après avoir sous-entendu que Mayotte n'était pas vraiment en France, on nous dit maintenant que le Premier ministre travaille à un gouvernement de consensus qui va plaire à tout le monde, sans inclure le RN et LFI. En gros, un gouvernement qui va ressembler à celui de Barnier, voire même avec une partie des ministres de Barnier dedans, et peut-être même des ministres du gouvernement Attal à l'intérieur. Et donc, si on se pose et qu'on regarde ça de loin, c'est à ce moment-là qu'on reprend la bonne vieille citation. La folie, c'est de faire toujours la même chose
et de s'attendre à un résultat différent. En conclusion de tout ça, hier, la Fed avait l'air moins sûre d'elle et l'inflation semble quand même être un problème qui fait son retour. Tant qu'elle est sous contrôle et transitoire, ça devrait bien se passer. Sinon, il va falloir rappeler Paul Volcker pour lui régler son compte. Ah oui, bah non, ça va pas être possible parce qu'il est mort en 2019. Il va donc falloir lire, se documenter, s'instruire ou demander à ChatGPT ce qu'il en pense et ce qu'il faut faire. D'ailleurs, c'est exactement ce que je lui ai demandé ce matin. Je lui ai demandé ce qu'il ferait s'il était à la place des banquiers centraux et il m'a répondu qu'il commencerait par une communication efficace pour ancrer les anticipations d'inflation, des déclarations claires sur l'objectif, une explication des mesures prévues pour atteindre cet objectif, une transparence sur les raisons pour lesquelles l'inflation reste élevée, et puis si l'inflation persiste, malgré des taux d'intérêt relativement élevés, il considérerait d'augmenter les taux d'intérêt ou d'entamer une réduction du bilan de la Fed. Et donc il conclut avec un petit résumé en disant qu'il combinerait une hausse des taux d'intérêt avec une communication efficace tout en collaborant avec les gouvernements pour des réformes structurelles si nécessaire. La lutte contre l'inflation est un exercice d'équilibre entre rigueur et pragmatisme. On verra donc si ChatGPT est aussi bon que Powell dans les mois à venir, mais en tous les cas, quand on voit ce qu'il dit, eh bien, on a quand même l'impression que soit c'est un super bon VRP, soit Powell a un tout petit peu de retard sur lui. À noter encore aujourd'hui que nous aurons le climat de consommation en Allemagne, qui doit être extraordinaire sans aucun doute, et le Philly Fed aux USA, et il ne restera ensuite plus qu'à attendre le PCE de demain pour boucler cette semaine qui aura été spectaculaire grâce à la Fed. La suite, la suite, ce sera la semaine prochaine, juste avant Noël. Alors d'ici là, passez une excellente journée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Swissquote en français, de liker cette vidéo, de la partager, de la commenter et de revenir demain matin pour un nouveau Morning Bull Live. Merci d'avoir été avec moi et à demain. Bye bye.